Valérie Niquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de l'Asie, responsable du pôle Asie à la FRS, la Fondation pour la Recherche Stratégique. Vous êtes spécialiste du Japon, de la Chine. Vous travaillez aussi beaucoup sur la Corée du Nord et vous publiez prochainement aux éditions Talendier votre prochain ouvrage, La puissance chinoise en 100 questions. Alors, Valérie Niquet, on a vu cette semaine à la tribune des États-Unis deux présidents très attendus, Emmanuel Macron et Donald Trump, avoir, face au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, des styles très différents. Macron étant plutôt le diplomate assez calme et Trump l'excité. Oui, alors Macron mettant en avant le multilatéralisme, c'est devenu c'est son cheval de bataille en Europe comme dans le monde. L'apaisement, la discussion avec tout le monde, les Chinois, les Russes, les Nord-Coréens, donc beaucoup d'intermédiaires très faciles. Et Trump, lui, étant à son habitude, évidemment, concentré sur les intérêts des États-Unis, y compris en matière de défense, face à une Corée du Nord qui menace la région, mais aussi les États-Unis de frappe. Éventuellement. Donc ils sont chacun dans leur rôle, mais ils sont aussi peut-être chacun confrontés à des enjeux très différents, plus régional dans un cas, plus global dans l'autre. Alors écoutons justement Donald Trump à la tribune de l'ONU mardi. No nation on earth has an interest in seeing this band of criminals arm itself with nuclear weapons and missiles. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Valérie Niquet, beaucoup de médias n'ont retenu que la violence du discours de Donald Trump vis-à-vis de la Corée du Nord. Est-ce que ce discours est si scandaleux que ça, ou est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de voir les choses, qui est de dire, après tout, si un dictateur nord-coréen doté de la puissance bombe nucléaire comme Kim Jong-un attaque les États-Unis, est-ce que la réaction n'est pas normale de dire que les États-Unis répondront de manière assez radicale? Ça s'appelle de la dissuasion. A priori, c'est ce qui a maintenu la stabilité dans le monde depuis 1945, enfin depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Face à la Corée du Nord, c'est peut-être aussi ce genre de langage, et face à la Chine aussi, j'insiste, c'est peut-être aussi ce genre de langage qui menace justement de l'apocalypse, qui peut fonctionner, puisqu'on s'est aperçu que tout ce qui était raisonnable, en fait, finalement, ne servait qu'à gagner du temps. Et quand on lit effectivement en entier le discours de Donald Trump, il n'est pas si ridicule que ce qu'on a souvent voulu en dire. On a retenu le Rocketman, mais semble-t-il, ça n'est pas lui qui a inventé l'expression. Newsweek, quelques années. Très belle alors, il va sans doute un peu loin en menaçant de détruire totalement la Corée du Nord, dans la mesure où je ne pense pas que ce soit nécessaire. Mais en tout cas, menacer en cas d'attaque la Corée du Nord d'une riposte qui aurait un coût insupportable, c'est le fondement même de la dissuasion, qu'elle soit nucléaire ou autre. Alors, répondre à une attaque, ça s'appelle la possibilité d'une frappe préemptive. Il y a une autre manière de voir les choses, qui est de se dire, certaines personnes dans l'entourage de Trump, visiblement, étudient cette possibilité, qui est de se dire, aujourd'hui en 2017, c'est la seule possibilité des États-Unis, si ce n'est de détruire, au moins d'endommager le programme nucléaire nord-coréen par une frappe, avant qu'il ne soit trop tard, c'est-à-dire d'un point de vue américain, avant que ce régime ne soit capable d'atteindre les côtes américaines grâce à un missile à longue portée muni d'une tête nucléaire suffisamment petite pour qu'elle atteigne son but. Ça vous paraît plausible, probable, possible, souhaitable, une frappe militaire américaine contre la Corée du Nord, Valérie Niquet? Alors, plausible, enfin en tout cas possible, je pense que technique, je ne suis pas technicienne, donc je ne vais pas porter de jugement définitif, mais je pense que techniquement les États-Unis ont les moyens d'effectuer ce type de frappe. Évidemment, comme on l'a beaucoup répété, ils ne détruiraient certainement pas l'ensemble des installations et nucléaires et balistiques de la Corée du Nord. Je pense en revanche que ça aura un effet sans doute très très négatif pour
pour le régime nord-coréen, y compris en termes de prestige. La menace même de ces frappes, encore une fois, peut être utile pour montrer que les États-Unis sont prêts à aller très loin et donc pousser la Chine à véritablement appliquer des sanctions qui, elles aussi, seraient très très dommageables pour le régime nord-coréen et pourraient arrêter le développement de ses capacités. Et la menace, elle est pour les États-Unis, mais elle est aussi pour les pays de la région, puisque les missiles à moyenne portée ou à courte portée nord-coréens, eux, fonctionnent très bien. Et c'est vrai qu'on est tenté de dire que c'est peut-être mieux d'arrêter la Corée du Nord tant qu'on n'est pas absolument certain qu'elle ait une vraie capacité nucléaire totalement opérationnelle, parce que pour moi, il n'y a pas eu d'essai assemblé, semble-t-il, entre une tête nucléaire et un missile, plutôt que d'attendre qu'ils aient cette capacité, que la capacité de chantage soit donc considérablement renforcée. Et on voit le mal qu'on a aujourd'hui à agir avec une capacité qui n'est pas totalement opérationnelle. Et on s'inquiète de savoir ce que serait la capacité de réaction des États-Unis et d'autres pays de la région si véritablement on laissait la Corée du Nord se doter, devenir une vraie puissance nucléaire. Alors, on dit que le régime nord-coréen a enterré ses installations nucléaires dans des souterrains, qu'il a séparé, comme tout le monde le fait d'ailleurs d'habitude avec ce type de régime, qu'en fait les installations seraient très difficiles à identifier et que par conséquent, on ne peut pas avoir la certitude en cas de frappe nucléaire d'affaiblir suffisamment les installations nucléaires de la Corée du Nord pour l'empêcher de réagir assez fortement. Oui, mais effectivement, c'est vrai que c'est une question. Alors, je ne pense pas que la Corée du Nord puisse réagir à une frappe ciblée, non pas nucléaire, mais conventionnelle américaine sur certaines installations, par une frappe nucléaire, dans un délai extrêmement rapide et dans une situation qui serait une situation de très grande crise pour un régime qui n'est quand même pas au top de son efficacité, vu sa manière de fonctionner. On mentionne beaucoup un risque réel qui est celui des frappes d'artillerie contre Séoul, qui pourrait faire énormément de victimes. Il faut rappeler aussi que Séoul est une ville qui a été aussi construite en se préparant à l'éventualité d'une guerre. Donc, les stations de métro sont très profondes, il y a de nombreux abris, il y a des systèmes de défense civile qui existent. L'artillerie nord-coréenne à la frontière existe, mais on a des doutes parfois sur sa qualité, son entretien. Une frappe de missile nord-coréen contre la Corée du Sud ou contre le Japon éventuellement, ou contre Guam, est également possible, mais là aussi ça ne se fait pas en 5 minutes, c'est-à-dire que dans une situation, encore une fois, qui serait celle d'une très grande crise après une frappe américaine, y compris pour le régime lui-même, certains se demanderaient peut-être s'il ne vaut pas mieux en finir avec ce dictateur qui mène la Corée du Nord, comme le dit très bien Trump à la fin, y compris pour le régime lui-même. Eh bien, ça prend du temps, il faut charger le missile en carburant. Je ne suis pas certaine que ça puisse se faire dans une situation de souterrain. C'est visible, tous les moyens d'observation américains sont aujourd'hui fixés sur la Corée du Nord. L'intérêt de la Corée du Nord et de ses alliés est de considérablement, constamment renforcer le coût considérable qu'aurait une frappe américaine, ou en tout cas des menaces de frappe américaine. Ça fait peut-être aussi partie de leur part d'une stratégie de dissuasion ou de paralysie. Et je pense qu'il ne s'agit pas d'encourager qu'un discours va-t-en-guerre, mais enfin la nécessité de réfléchir à ces positions asymétriques, à cette manière de vouloir absolument paralyser le monde face à la Corée du Nord. Je ne pense pas qu'on puisse l'accepter sans y réfléchir au moins. Alors sinon, c'est le statu quo, et le statu quo, ça mène à quoi, Valérie Nickel ? Le statu quo, ça mène à une Corée du Nord nucléarisée, et donc, encore une fois, avec un moyen de chantage renforcé, surtout si la Corée du Nord s'est persuadée que finalement, elle peut aller très loin sans qu'il ne se passe rien, parce qu'on est déjà paralysé de peur devant les conséquences éventuelles d'une action. Et si un régime tel que celui de Kim Jong-un considère qu'il est à l'abri grâce à sa bombe atomique, eh bien, je ne suis pas certaine qu'on puisse être certain de son caractère raisonnable et qu'on ne se retrouve pas dans quelques mois, dans 1 an, dans 2 ans, face à une nouvelle ambition qui serait, par exemple, pourquoi ne pas réunifier, pourquoi ne pas devenir celui qui aurait la gloire de réunifier la péninsule coréenne. Et là, on aurait une vraie guerre. Et je pense que ce serait une erreur de calcul de sa part, que évidemment les États-Unis réagiraient, mais on aurait une vraie guerre dans la péninsule coréenne.
coréenne, à l'abri de ce que Kim Jong-un croit être sa garantie. Ça n'est pas une certitude. Mais je ne pense pas que ce soit une possibilité qu'on peut écarter en disant que non, c'est quelqu'un de parfaitement rationnel et que quand il aura la bombe, il sera très content et que ça lui suffira. Oui, parce que depuis le début du mois d'août, quand même, et l'éruption spectaculaire de la Corée du Nord nucléaire dans l'actualité, on a quand même parfois un peu l'impression, dans certains médias, en tout cas, c'est l'effet un petit peu télévision qui fait ça, que Kim Jong-un est finalement moins dangereux, ou en tout cas moins imprévisible que Donald Trump. C'est un petit peu l'effet loupe qui sort. C'est quand même absolument incroyable, cette inversion des rôles. On a quand même d'un côté un dictateur qui est en train de construire la bombe nucléaire et qui est complètement dingue, et de l'autre côté un président, si excentrique soit-il, qui est quand même le président des États-Unis, de la plus grande puissance mondiale, élu au suffrage universel, et qui pour l'instant n'a pas encore déclenché de guerre. Alors évidemment, Trump n'améliore pas son cas par son style, ça c'est certain, et puis ses outrances. Il faut ajouter que les États-Unis, c'est une démocratie, mais en plus il y a tout de même des garde-fous considérables, alors que dans le cas de la Corée du Nord, on s'interroge sur la solidité des garde-fous si Kim Jong-un voulait se lancer dans des aventures militaires dangereuses. Et c'est vrai que c'est un peu curieux, mais c'est une sorte de syndrome de Stockholm, peut-être, l'idée que et c'est très souvent le cas d'ailleurs, que les démocraties sont beaucoup plus sévères avec d'autres démocraties, parce que aussi tout se voit, tout se sait, tout se dit dans une démocratie. Et rien ne se pardonne. Voilà, alors que la presse est très vivante et c'est tout à fait, c'est la manière dont les choses se passent, alors qu'on est souvent beaucoup plus indulgent ou beaucoup plus fasciné par des régimes totalement indéfendables. Et puis dans ce cas-là, évidemment, on a l'impression que surtout ne pas bouger, c'est beaucoup mieux que de risquer un conflit, et c'est pour ça que Trump apparaît comme la première menace. On a connu ça en Europe dans d'autres temps. Le syndrome de Munich, apparemment, n'a pas totalement disparu. Et alors, Valérie Niquet, la Chine, quel rôle joue la Chine dans cette crise ? On dit toujours qu'en fait, la Chine, c'est la clé de la solution nord-coréenne, et en même temps, rien n'avance. C'est la clé dans la mesure où c'est eux qui tiennent à bout de bras économiquement, à tous les niveaux, financièrement, d'une manière officielle et non officielle, le régime nord-coréen. C'est-à-dire que l'approvisionnement énergétique en pétrole, y compris des carburants vraiment nécessaires pour les programmes balistiques nord-coréens, vient de Chine, et que Pékin, jusqu'à maintenant, a toujours considéré que, bien sûr, le régime nord-coréen n'était pas le meilleur choix, et je pense qu'il préfère autre chose en Corée du Nord, mais qu'il préférait ce régime-là plutôt qu'une Corée réunifiée, une montée de l'influence des États-Unis, dans la mesure où Pékin raisonne en termes de rapport de force et de zéro somme, comme on dit, c'est-à-dire que si jamais les États-Unis gagnent la Corée du Nord, en quelque sorte, d'abord il y a tout le souvenir de la guerre de Corée, et il y a eu des centaines de milliers de morts côté chinois, et puis ce serait une perte pour le régime chinois. Donc jusqu'à maintenant, ils ont préféré maintenir la Corée du Nord telle qu'elle est, plutôt que de tout faire pour la faire tomber. La question, évidemment, c'est pour ça qu'on en revient à ces menaces de frappe. Je pense qu'ils ne veulent pas non plus que ça aille trop loin et que les États-Unis véritablement passent à l'action. Et donc, si les Chinois se persuadent que vraiment il y a un risque côté Trump, je ne suis pas certaine que ce soit totalement négatif pour les persuader aussi d'agir véritablement pour essayer d'obtenir quelque chose de la Corée du Nord. Ce qui d'ailleurs ne signifie pas qu'il n'y aurait pas de crise. On peut aussi imaginer que si vraiment la Chine applique les sanctions jusqu'au bout, coupe l'approvisionnement énergétique, enfin, eh bien, la Corée du Nord pourrait tout aussi bien chercher à riposter. Et c'est vrai qu'en Chine, on commence à s'inquiéter aussi, jusqu'à récemment, la menace coréenne balistique ou nucléaire n'inquiétait pas du tout Pékin. Ils ne se sentaient pas ciblés, mais c'est vrai que certains commencent à se dire aussi que peut-être la Corée du Nord pourrait aussi se retourner contre son grand allié, une vraie alliance, puisque l'accord d'alliance, y compris militaire, de 61 est toujours en activité. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, mais la Chine, véritablement, à la clé, c'est vrai. Dernière question, Valérie Niquet. Et la France dans tout ça, membre permanent du Conseil de sécurité
de l'ONU, quelle relation peut-il y avoir entre la France et la Corée du Nord? Alors, d'abord, on n'en a traité, pas. On n'en a pas, ce qui est une quelle bonne relation chose. au sens... Oui, non mais ce qui est important, c'est qu'en termes d'image, la France est le seul État européen qui a refusé d'établir des relations diplomatiques, donc ça nous laisse une carte à jouer. Et puis la France et l'Europe, évidemment, souhaiteraient lancer des initiatives plus diplomatiques, de négociations, très soutenues par les Russes et les Chinois, ravis de voir qu'ils ont un soutien de poids en la personne et du président de la République et de l'Europe dans leur stratégie qui est de mettre en avant les négociations. Jusqu'à maintenant, contrairement à ce qu'on dit souvent, il y a eu des années de négociations, de marchandage, et ça n'a rien donné en dehors du fait que ça a donné du temps à la Corée du Nord pour développer ses capacités. Donc c'est vrai qu'on peut... Pourquoi pas, mais on peut tout de même s'interroger sur l'efficacité, surtout en ce moment, à long terme. Je ne dis pas que Kim Jong-un ne jouerait pas le jeu de dire qu'il accepte les négociations, mais en termes de résultats concrets sur la fin du risque nucléaire en Corée du Nord, je ne suis pas certaine que ce soit aussi positif que ça. Merci beaucoup Valérie Niquet, merci d'être venue avec nos talks stratégiques ce matin pour parler de la Corée du Nord. Merci. Merci.